Donc, j'ai présenté donc, des travaux qu'on fait au CNRM sur les problématiques de l'énergie, plus pour montrer un peu ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fait, et recueillir aussi les besoins sur les services climatiques liés à l'énergétique en ville. Donc un peu pour lancer la discussion. Donc c'est des travaux qu'on mène à plusieurs au CNRM. Donc principalement sur les consommations d'énergie. Donc l'idée c'est d'utiliser les modèles que j'ai présentés ce matin pour voir comment donc, les bâtiments influencent le microclimat. Donc c'est le bâtiment au sens bâtiment, ville, quartier, etc. Donc via leur forme tridimensionnelle et les matériaux, et aussi par les rejets de chaleur par le chauffage et la clim. Mais aussi, donc ça c'est, je pense, bien connu par tout le monde, c'est que la météo, ça influence aussi les bâtiments. En hiver, on chauffe, et on chauffe d'autant plus qu'il fait froid dehors. Et l'été, donc, soit on a chaud dans les bâtiments, soit il y en a qui sont climatisés ou qui ont des techniques alternatives de rafraîchissement. Voilà. Et donc on peut avoir un couplage entre ces effets. Voilà. Et donc on a un intérêt, donc, dans le cadre d'un service climatique, de modéliser le bilan d'énergie des bâtiments pour aller voilà, au-delà de juste l'estimation du chauffage et la clim avec des degrés jours de chauffage ou des degrés jours de froid, pour tenir compte donc, des processus physiques, des processus socio-économiques, et puis de pouvoir ensuite travailler un peu plus sur de la scénarisation éventuellement liée à tous ces processus urbains. Donc, comme j'ai mentionné, donc, il y a tout ce qui est ensoleillement qu'il faut prendre en compte. Donc, ce matin, j'ai parlé de l'ensoleillement qui chauffe les matériaux qui sont ensuite restitués. Mais après, quand il y a des vitres, l'ensoleillement, ça chauffe aussi directement à l'intérieur des bâtiments. Et donc c'est même la source chaleur principale, je suppose, à l'intérieur du bâtiment. Après, il y a tout ce qui est conduction de la chaleur dans les matériaux et tout ce qui est problématique donc d'isolation des bâtiments. L'isolation, alors isolé ou pas isolé, isolé par l'intérieur, isolé par l'extérieur, voilà, avec tel ou tel matériau de construction. Donc il y a tous les problématiques, voilà, de combien d'énergie va être perdue par conduction à travers les parois. Les problématiques de type de chauffage ou de climatisation qui vont entrer en ligne de compte dans cette modélisation, et aussi le réglage. Est-ce qu'on chauffe à 18 ou à 21 ? Est-ce qu'on climatise, etc. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte et qui permettent ensuite de faire un petit peu de scénarisation pour voir l'impact qu'on peut avoir. Non pas, nous on ne va pas travailler à l'échelle d'un bâtiment, mais plutôt à l'échelle des quartiers et de l'ensemble de l'agglomération. Donc tous les résultats que je présenterai tout à l'heure, c'est de la modélisation relativement simplifiée d'un point de vue géométrique par rapport à ce que peut faire un bureau d'études en bâtiment ou ce que peut faire le centre scientifique et technique du bâtiment, où là il y a le bâtiment vraiment représenté avec chaque fenêtre, chaque balcon, chaque pièce, etc. Nous, c'est toujours de la représentation plutôt de ce qui se passe dans un quartier, dans notre grille carrée là, que j'ai présenté ce matin, avec typiquement comment le bâtiment va réagir. Donc ça permet d'avoir des ordres de grandeur de consommation à cette échelle-là. Voilà. Et quelque chose qui est très important, c'est tous les usages des bâtiments. Donc est-ce que c'est un bâtiment résidentiel, un bâtiment de bureau, un bâtiment de commerce, etc. Et aussi comment il est utilisé pour tel ou tel type d'usage. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder dans nos outils. Voilà. Donc il y a la nécessité d'avoir une bonne description de la ville, donc ça je l'ai présenté déjà ce matin. Donc pour la France, il y a tout ce qui vient de l'hygiène. On travaille aussi pour étendre ça à échelle mondiale, en travaillant par exemple avec des géomaticiens qui utilisent OpenStreetMap, qui a l'avantage d'être disponible partout. Alors évidemment pas du tout avec la même qualité partout. C'est aussi un autre problème. Mais parce que donc, pour les études climatiques, bon, il y a la France, mais ça peut aussi, on veut aussi travailler à plus grande échelle. Après, il y a donc les autres informations que j'ai déjà présentées ce matin. Donc je passe. Une problématique importante pour la thermique du bâtiment, qui l'est plus que pour juste l'îlot de chaleur urbain, c'est comment est construit le bâtiment. Est-ce qu'on va avoir des briques, est-ce qu'on va avoir de la pierre, est-ce qu'on va avoir de l'ardoise, de la tuile ?
ça commence à être un effet très important et donc il y a eu un travail fait avec le LRA là-dessus, lors du projet Impulse, sur dans chaque département, typiquement, comment est bâti typiquement une maison ou un immeuble de telle époque. Donc il y avait 7 époques qui étaient déclinées, l'époque historique, et puis après entre 48 et 75 qui est la première réglementation thermique, et puis après il y avait différentes périodes en fonction des réglementations thermiques du bâtiment et justement la partie plus ou moins isolée des bâtiments. Donc là par exemple il y a illustration qu'en Bretagne sur les maisons historiques on va peut-être plutôt avoir des maisons en pierre, en granit, et puis après pour Toulouse ça va être plus de la brique pour les bâtiments traditionnels. Voilà. Donc après il y avait voilà, une quinzaine de typologies architecturales, et à chaque typologie on devait associer donc le bâtiment et puis après les paramètres physiques qui servent à faire la modélisation derrière. Donc ça c'est un exemple d'une figure qui présente pour des types de bâtiments qu'on peut se dire c'est à peu près les mêmes. C'est typiquement ce qu'on a là dehors, c'est des bâtiments de moyenne hauteur, sauf qu'ils ne sont pas du tout bâtis pareil, architecturalement parlant, pour les périodes anciennes ou les récentes, donc anciennes à gauche et plus récentes à droite, et pour des bâtiments, soit des bâtiments résidentiels ou des bâtiments de bureaux. Typiquement, dans les bâtiments de bureaux, on va en général avoir beaucoup plus de fenêtres. Et aussi, donc, du coup, ça va impliquer beaucoup plus d'apports solaires et plus de recours aussi à la climatisation de par l'usage qui en est fait du bâtiment. Donc ça, c'est une des problématiques quand on veut travailler sur les consommations d'énergie, c'est d'avoir des données de ce type-là. Donc on modélise aussi les comportements énergétiques. Donc ça, c'est un travail qui a été fait avec les sociologues du LATS à Paris. Donc, qui ont utilisé donc, des données d'enquête. Donc ils avaient 2000 ménages en Ile-de-France. Ils ont aussi utilisé l'enquête logement pour faire des modèles statistiques entre donc, les caractéristiques alors, du logement et du recensement, avec des tendances à plus ou moins utiliser le chauffage ou avoir plus ou moins d'équipements et les utiliser dans son logement. Donc là, par exemple, la tendance à réguler le chauffage, c'est-à-dire à essayer de ne pas utiliser le chauffage dans les pièces où on n'est pas, ou d'avoir une température plutôt basse de chauffage. Donc ça dépend principalement en fait du type et du combustible de chauffage. Donc si c'est un chauffage central sur lequel on n'a pas la main, en fait il y a très peu de régulation, et en général on se retrouve avec des températures plus élevées. Et aussi sur l'âge de la personne dans le logement. Voilà. Et pour les équipements et l'intensité d'usage qui vont jouer en fait sur des apports d'énergie supplémentaires dans le bâtiment. C'est-à-dire que si on a un bâtiment où on a plein d'électroménagers, plein d'écrans, etc., ça va dégager de la chaleur par rapport à un bâtiment où il y en a beaucoup moins. Voilà. Et ça dépend du nombre d'habitants, de la surface habitable et puis aussi de l'âge des personnes. Voilà. Donc ça, c'est des travaux qui nous permettent ensuite de spatialiser un petit peu donc ces informations-là. Alors après, ça se fait à des informations qui sont spatialisées à l'échelle de l'IRIS, donc l'unité de base de l'INSEE pour le recensement, donc qui est typiquement de l'ordre de 2000 personnes. Voilà, avec donc là, c'est l'information de ce que ça donne sur Toulouse, où on voit donc des zones à plus ou moins avoir plus ou moins tendance à la régulation, et donc les zones où c'est en général du chauffage central ou du chauffage urbain, en général les gens ont beaucoup moins tendance à réguler parce qu'ils ont en fait moins la main dessus. Sur l'usage des bâtiments, c'est difficile d'avoir de la donnée. Donc on a travaillé un petit peu avec la BD Topo sur pour réussir à avoir des informations sur là où est-ce qu'il y a du bâtiment collectif, du résidentiel individuel, de l'industrie, du tertiaire, etc., et du commerce. Et aussi, dans chaque bâtiment ou dans chaque quartier, on n'a pas des usages uniques. Et je montrerai après que ça a un impact dans la modélisation. Si on considère que tout le quartier ici, c'est par exemple du résidentiel,
parce que là, il y a peut-être plein de bâtiments résidentiels, et que ça englobe ici le bâtiment de la UAT, qui lui n'est pas du tout un bâtiment résidentiel, qui n'a pas du tout les mêmes usages et les mêmes consommations énergétiques. Donc, l'idée, c'était de voir si on peut aussi, on a besoin d'estimer des fractions d'usage en commerce et en bureau, typiquement, dans chaque maille de notre modèle. Donc c'est un peu ce qu'on a fait sur la figure de droite. Où donc en bleu, c'est les zones où il y a assez peu de tertiaires, et là où il y a beaucoup de tertiaires, c'est plutôt du rouge. Et donc ça permet de produire des informations de consommation d'énergie spatialisées en simulation. Donc ça, c'est une simulation d'une période passée, donc c'est la campagne Capitoul 2004-2005. Donc ça, c'est la période d'hiver, pendant laquelle on avait aussi des informations sur les réseaux d'électricité et les réseaux de gaz. Donc vraiment les consommations réelles. Donc le gaz, c'était à l'échelle de la métropole. L'électricité, c'était 14 réseaux qui étaient répartis. Donc là, on avait vraiment les données de consommation réelle qu'on a dû ensuite respatialiser en fonction d'hypothèses sur ce qui était consommé, évidemment pour le chauffage, et en fonction d'informations urbaines. Et à gauche, ça c'est le résultat de la simulation. On n'utilise pas du tout ces données, mais c'est le modèle qui va, en fonction de la température qu'il fait dehors et des caractéristiques du bâtiment, va appeler plus ou moins de demander plus ou moins de chauffage, et donc reproduire un peu le truc. Et on voit que ça marche assez bien spatialement, à cette échelle-là, et que ça marche aussi assez bien temporellement. Donc là, en bleu, ce sont les périodes hivernales, et en rouge, c'est l'été. Et cette fois, c'est la consommation totale là, sur la ville. Donc en noir, c'est l'inventaire. Donc on voit que ça chauffe. On utilise beaucoup plus d'énergie pendant l'hiver à cause du chauffage. Et on voit aussi le cycle hebdomadaire avec les samedis et dimanches où on a moins de consommation. Alors là, c'est justement ce qu'on montre sur ces figures, c'est l'effet de prendre ou non en compte les comportements et les usages dans les bâtiments. Si on dit que tous les bâtiments se comportent pareil, donc typiquement, ça va être, là je crois, du résidentiel avec un peu de climatisation, on va se retrouver avec de la consommation de climatisation pendant l'été, alors qu'en fait il n'y en avait pas vraiment sur Toulouse, et puis le modèle qui réagit beaucoup trop vite dès qu'il fait un peu froid, tout le monde se met à chauffer au même moment, donc on se retrouve à avoir des pics de consommation ou des arrêts de consommation beaucoup trop brusques. Donc ça, c'est amélioré quand déjà on prend en compte un usage par bâtiment. Quand je dis un bâtiment, c'est par point de grille. Donc on dit, voilà, ici, tout ce quartier-là, c'est du résidentiel, mais le quartier d'à côté, ça va être du commercial, etc. Là, on arrive déjà à améliorer ce que peut prévoir le modèle. Et après, quand on prend dans un mix de 6 usages différents. Donc là, les usages, c'était donc commercial, bureau, résidentiel, chauffer beaucoup, moyen chauffé ou peu chauffé, en fonction de est-ce qu'on a des caractéristiques des comportements à l'intérieur, et des zones non chauffées aussi, qui peuvent être soit des locaux non chauffés, soit tout ce qui est cage d'escalier, etc. Donc des endroits qui sont intrinsèquement non chauffés. Et bien là, on voit qu'on améliore beaucoup mieux la simulation. Donc ça nous permet d'avoir des outils pour ensuite faire des scénarios d'impact du changement climatique sur ces aspects-là. Donc c'est ce qu'on a fait dans plusieurs projets, donc qui étaient un peu antérieurs à ça. Donc on ne prenait pas en compte tous ces développements, mais déjà c'était basé sur un module thermique du bâtiment. Donc là, c'était le projet climat qu'on avait mené aussi avec la UAT, où on faisait donc pour une ville future en 2100, donc il y avait plusieurs scénarios de ville. Donc là, c'était les consommations de chauffage en climat présent. Et là, après, c'était les consommations de chauffage pour divers scénarios urbains en climat présent, et puis en climat futur à plus 2 degrés, plus 4 degrés ou plus 6 degrés, qu'on avait fait assez longtemps. Et donc ça, c'était les consommations en climatisation. Donc ça, c'était des scénarios assez volontaristes, à la fois au niveau de l'urbanisme et à la fois des niveaux comportement et côté rénovation. Celui-là, c'était un scénario où on ne rénovait absolument pas les bâtiments. Donc les bâtiments nouvellement construits en 2050 ou en 2080 par l'expansion urbaine, eux, ils étaient aux normes de régulation thermique de
de ces époques-là, donc ils étaient bien isolés, modernes, etc. Par contre, tous les anciens bâtiments restaient dans l'état actuel. Le passif, c'était donc le fil de l'eau, c'était un peu comme celui-là, mais avec quand même un peu de rénovation. Donc il y avait je crois que c'était 1% de rénovation de bâtiments par an, de mémoire. Et celui-là, c'est le même que le fil de l'eau, sauf qu'il y avait des comportements énergétiques un peu plus responsables, où on climatisait moins, par exemple, on climatisait à 26 et pas à 23. Donc ce qu'on voit, c'est que donc, bon, la consommation de chauffage évidemment baisse avec le réchauffement climatique, et celle de climatisation, elle augmente. Après, donc il n'y a pas vraiment de scénario pour ces cas-là, mais après c'est juste que des scénarios où la consommation donc, de climatisation en été dépasse la demande en chauffage hiver. Par contre, ça veut dire aussi qu'en électricité, par contre, chauffage, on peut avoir du gaz, on peut avoir de l'électricité, tout ça. La climatisation, c'est seulement de l'électricité. Donc là, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des cas où on va avoir des demandes d'électricité plus fortes en été qu'en hiver, avec des réchauffements climatiques très importants. Voilà. Et après, on voit aussi fortement l'effet des comportements, puisque donc, autant sur le chauffage, là par exemple, on a le fait d'isoler les bâtiments, ça permettait de bien réduire les demandes en chauffage. Par contre, ça ne change pas grand-chose en ce qui concerne la climatisation. Voilà. Dans ces scénarios. Et par contre, les comportements, eux, permettent de moduler aussi ces effets-là. Donc ça montrait, c'est pour ça qu'on a continué à travailler avec les sociologues sur les comportements derrière, c'est que c'est un levier qui est important pour les consommations d'énergie. Et ça, c'est juste de la bibliographie sur le modèle derrière, si vous êtes plus intéressé. Voilà. Donc, juste une figure que Aude a montrée ce matin, que je n'ai pas montré là, c'est sur aussi, on a fait quelques travaux sur les potentiels photovoltaïques et de panneaux solaires thermiques en ville. C'est-à-dire, est-ce que si on met des panneaux solaires sur la ville, déjà, est-ce que ça change l'îlot de chaleur urbain, parce qu'on met des panneaux noirs, mais qui vont transformer une partie de l'énergie en électricité ou en eau chaude. Ce qu'on a vu, c'est que ça changeait pas, ça n'avait pas vraiment d'impact sur l'îlot de chaleur urbain. L'ordre de grandeur, c'était 0,1, 0,2 degrés, donc je pense que c'est pas significatif. Et que par contre, ça produisait quand même beaucoup d'énergie et que ça pouvait couvrir les besoins en énergie liés au chauffage. Le problème, c'est que l'énergie photovoltaïque, c'était plutôt en été qu'on l'avait, et l'énergie dont on avait besoin, c'était plutôt en hiver à ce moment-là. Donc, il y avait ça pose aussi des problèmes. Donc, il y a des possibilités d'utiliser la ville comme une ressource pour créer de l'énergie, mais il faut voir après, il y a d'autres problèmes qui se posent. Voilà. Donc, merci. Donc, si vous avez des questions sur ce qui peut être attendu aussi en termes de services climatiques sur l'énergie, là, c'est un peu l'état de l'art de ce qu'on est capable de faire, mais ça ne correspond peut-être pas du tout à ce que vous voudriez. Moi, j'aurais une demande de clarification. Je n'ai pas bien compris quels étaient les leviers pour le changement des comportements. Ça peut être... alors, il peut y avoir des aspects sur la température à laquelle on met son chauffage, la température de confort. Est-ce que ça peut être 21 ou 19 degrés pour le chauffage ou pour la climatisation? Pareil, la température à laquelle on commence à activer la climatisation. On a aussi regardé des aspects sur l'ouverture et la fermeture des volets en période de canicule pour éviter que ça chauffe à l'intérieur des bâtiments. Donc ça, c'est une pratique qui est plutôt courante dans le sud, de fermer les volets quand il fait chaud pour éviter que ça chauffe. C'est pas une pratique qu'il y a même dans le nord de la France. Et c'est pas une pratique qu'il y a dans des pays encore plus au nord où de toute façon il n'y a pas de volet, donc ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Donc il y a des leviers qui relèvent du comportement, mais qui peuvent parfois relever aussi de l'architecture ou de l'urbanisme. Donc des aspects comme ça. Voilà, c'était un peu ces aspects-là. Alors après, sur la climatisation, on n'a pas fait d'études, on manque de données pour faire des études avec des enquêtes.
Il y en a quelques-unes dans les territoires d'outre-mer en France, mais en France métropolitaine, il n'y a quasiment aucune information. Enfin, le CSTB et les sociologues avec qui on a travaillé n'avaient pas vraiment d'informations qui étaient exploitables sur les comportements vis-à-vis de l'usage de la climatisation dans le résidentiel. On avait juste des chiffres comme quoi, dans la région PACA, il devait y avoir à peu près 10% des logements qui étaient climatisés, et que dans les autres régions, c'était négligeable, quoi. Voilà. Après, un autre aspect qu'on avait lors des discussions avec les agences d'urbanisme, lors des assises européennes de l'énergie aussi, qui ressortait, c'était que l'échelle pertinente pour les problématiques énergétiques dans l'aménagement, c'était l'îlot urbain. Donc c'est le pâté de maison que j'ai présenté là tout à l'heure. Les problématiques liées à la précarité énergétique, là c'est l'échelle plutôt du logement. Mais pour la planification et l'urbanisme, c'était l'échelle à laquelle on travaille là, sur les données que j'ai présentées, ça correspond à peu près à l'échelle qui est pertinente. Après, voilà, est-ce qu'il y a des besoins sur voilà, des services climatiques vis-à-vis de la conception des bâtiments, par exemple, ou des choses comme ça, parce que ou sur l'aménagement, les formes urbaines, ou des choses comme ça spécifiques. Est-ce que vous avez comparé justement les formes urbaines, les villes plus denses sur ces questions de consommation d'énergie ou pas? On avait regardé, j'ai plus les chiffres en tête. C'était pas énorme, hein, les différences. Été, hiver. J'avoue que je me souviens plus exactement des chiffres. Ouais. Voilà, donc ça c'est un impact sur l'îlot de chaleur urbain. Voilà. En bas à droite. Ah oui, ville compacte et ville étendue. Voilà, sur les consommations, on n'arrivait pas à reproduire effectivement un signal significatif, quoi. Comme on le voit, les deux courbes sont quasiment confondues. Là, c'est les consommations d'énergie, c'est juste pour le bâtiment. C'est pas, il n'y a pas les véhicules, l'industrie et tout ça. Donc là, on travaille nous que sur les parts de consommation d'énergie qui sont météodépendantes. Enfin, très fortement météodépendantes. On n'a pas vu, voilà, d'impact significatif. Après, sur la production, la ville étendue, comme il y avait plus de toits disponibles, il y avait un peu plus de production, puisque là, c'était de la production juste solaire.